Mais on ne peut, Qui est le coupable dans cette affaire? C'est le piège dans lequel on est en tous train de tombés. mettre la culpabilité sur le patronat et sur les chefs d'entreprise versus les entrepreneurs. Mais c'est quand même l'exécutif et notre Parlement qui nous met des tombereaux d'impôts sur la figure. Et Raphaël, il n'y a rien de nouveau. Parce que l'innovation, alors là, pour le coup, pardon Gilles encore, moi je suis très schumpeterien. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut innover et que malheureusement l'innovation détruit, mais que si elle remplace intelligemment, ce qui est donc l'avenir unique de notre continent. Il faut que les gens le sachent. Et Jean-Marc Daniel le répète assez. Il y a une transition aujourd'hui qui est numérique, digitale et climatique. Si on ne rentre pas dedans, c'est pas en faisant de la sidérurgie qu'on va s'en sortir. Il faut arrêter. C'est fini. C'est foutu. Les Chinois sont déjà largement plus forts que nous et d'autres pays d'ailleurs moins évolués que la Chine. Non, l'innovation fiscale, alors qu'on a été des champions pendant des siècles, on en voit même des spécialistes de Bercy aider certains pays à structurer leur fiscalité. Nous sommes les inventeurs de la TVA. Nous sommes les champions de la fiscalité depuis toujours. On n'arrive plus à inventer. Et l'exemple de la taxe Zuckman, j'ai rien contre M. Zuckman, a été la preuve que, y compris nos penseurs, les intellectuels, comme disait Gilles tout à l'heure, parce que moi je suis un factuel, je suis un pauvre chef d'entreprise, les intellectuels, comme M. Zuckman, ils sont rentrés plein pot. C'est pour ça que le patronat a été mal à l'aise, que les patrons installés, en particulier ceux qui ne sont pas créateurs de leur entreprise, dans le patronat, il y a d'anciens entrepreneurs qui sont devenus patrons. Ils n'avaient pas vu, Zuckman n'a pas vu du tout qu'il allait pénaliser avant tout le pur entrepreneur, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore fait sa fortune. Il est en train de faire sa fortune. Et là, on a devant nous un exemple fondamental qu'une grande partie de notre classe politique s'est rendu compte de ça, alors que déjà, ils étaient dans ce cercle vicieux depuis longtemps. Cercle vicieux, c'est mon point de vue personnel. Vous voyez ce que je veux dire, Raphaël? C'est ça, en fait. L'innovation, elle commence aussi parce que l'État, rôle régalien de l'État, la fiscalité, doit aussi... moi, je veux bien qu'on me fasse payer des impôts, mais si on m'explique à quoi ils servent, pourquoi ils sont intelligents, et si on crée un impôt, tu crées à ce moment-là une autre incitation en face, même si je suis libéral, j'aime pas trop ça, mais faisons-le un peu, pour éventuellement... remets un ISF, si tu veux, sur le non improductif. Improductif, l'impôt sur la fortune improductive. Ça me fait des frissons de le dire. Mais alors dans ces cas-là, tu me remets des fonds d'investissement qui vont en face, qui peuvent défiscaliser... où tu transfères ton impôt si tu décides d'investir dans le capital d'une boîte qui est en création. Mais là, on ne tombe pas dans tous les mots de la fiscalité française qui sont une fiscalité trop élevée avec des trous dans la raquette absolument de partout pour que ça reste quand même vivable pour les entreprises, non, Gilles Raveau? Je voudrais rappeler un mécanisme c'est le grand mal français, ça. Macroéconomique qui a déjà été mentionné ici et auquel on ne peut rien mais qui continue à me fasciner, c'est l'euro. C'est-à-dire que les budgets des dernières années n'aurait jamais pu exister si on avait eu notre monnaie. Absolument, on aurait dû dévaluer. Voilà. Et donc, en fait, on est dans un paradoxe, mais complètement fou, qu'à ma connaissance, personne, on a tous vécu la création de l'euro. J'ai fait ma thèse au début des années 2000, où il y avait des rapports tous les jours, excellents à l'époque, des vrais rapports du Conseil d'analyse économique qui faisait 200 pages, qui étaient bien le Conseil d'analyse économique appréciera, on salue Xavier Jaravel. À la documentation française, etc. Non mais vous rigolez, on avait des très bons universitaires qui se commentaient entre eux, c'était vraiment des petits bijoux d'édition, j'avais toute la collecte à l'époque, et dans toutes ces discussions, j'ai aucun souvenir. On avait les craintes de Jean-Paul Fitoussi sur le taux d'intérêt réel trop élevé de la Banque Centrale Européenne, qui était tout à fait justifié au regard de l'histoire monétaire récente de la République fédérale allemande à l'époque, et du Deutschmark. Et personne n'avait dit, sauf les Allemands, effectivement, qui, eux, avaient bien vu le truc en créant le pacte de stabilité et de croissance, que ça allait être open bar. Et donc là, effectivement, cet euro... cette absence de contraintes monétaires nous fait sortir, si vous voulez, des lois de base de la macroéconomie. Et donc, on est dans un monde qui ne devrait pas exister. Oui, mais vous nous dites qu'il n'y a plus de sanctions financières à nos déficits et à notre dette. Oui, mais Raphaël, on revient qu'on n'a plus jamais mal et qu'on n'a plus envie de souffrir. Exactement ça. D'accord, mais on revient à la responsabilité. Je veux dire, à part les Allemands, les Hollandais, les Autrichiens, c'est-à-dire les AAA, mais qu'on ne va pas revenir là-dessus, ils sont germains peut-être, etc. Regarde ce que fait l'Italie en ce moment, et regardez ce que l'Espagne et le Portugal ont été obligés de faire. Que tous les pays du club ont été obligés de serrer la vis très fort, et finalement, en ce moment, c'est eux qui sont en matière de croissance, etc. Ça ne veut pas dire que la vie est magnifique, hein. Attention. On en parlait hier. Ludovic, les fameux pays du Sud, là où on a tapé sur les doigts, parce qu'apparemment on pensait que c'était que pour danser et être au soleil, à prendre des apéros. En fait, non, on voit que les Espagnols ont fait d'énormes efforts. Les Italiens sont en train de revenir dans le jeu incroyablement. Quoi. Justement, Stéphane. Mais ils ont le même euro. Eux aussi, ils pourraient se laisser aller. Les Italiens avec les fonds européens. Mais non, ils n'ont pas le même. Ludovic, je rebondis sur ce que dit. Tu peux te laisser aller. Pas tous ensemble. Non, mais ta remarque est juste. Mais justement, non, ils n'ont pas le même euro. Parce que sur les marchés financiers, la signature de l'Italie et de l'Espagne
ça n'est pas la signature de la France. Mais plus maintenant. La signature de l'Italie est désormais meilleure que celle de la France. Nos partenaires obligataires, en ce moment, ils sont plus à l'aise avec l'Italie en particulier que... Si j'avais pu finir mon raisonnement, pardon, excuse-moi. Ils ont fait les efforts effectivement très violents socialement qu'ils ont fait parce qu'ils n'avaient pas notre signature et qu'ils n'avaient pas nos taux d'intérêt. Voilà. Tout ce que vous nous dites, c'est qu'il faut un coup de semonce des marchés pour que les Français se réveillent. Je dis pas il faut, je constate juste que pour l'instant, il ne se passe rien. Et effectivement, sans doute que ça va finir par arriver. C'est une vraie question. Et là où effectivement, ça va être vraiment... Et ça, c'est ce qu'on entend. On s'approche du mur, on s'approche du mur, on s'approche du mur, et puis on voit que finalement, il n'y a pas de sanctions. À la française. C'est ce que je dis, c'est pourquoi, à la française. C'est ça, mais le problème, effectivement, tout le monde l'a compris, c'est qu'on a un stock de dettes qui est fou. On a effectivement des taux d'intérêt à 10 ans qui sont aujourd'hui à 3,5. Oui. On a une croissance nominale qui est à peu près de 2% par an. Donc, quand vous avez une charge d'intérêt à 3,5 et une croissance nominale, c'est-à-dire PIB plus inflation de 2%, vous avez un écart énorme et qui là, sur un gros stock, 1% sur un stock de 3 400 milliards, ça fait 34 milliards le nœud coulant de la dette de plus chaque année. D'ailleurs, Gilles, c'était pas que l'euro, c'est le fait que les taux directeurs et que le coût de la dette était quasiment pas cher pendant 10 ans. Toi, ta réflexion-là montrait qu'en plus, ça ne nous coûtait rien de continuer à faire n'importe quoi. On était protégé par l'euro et ça ne nous coûtait rien. Bon, là, c'est plus du tout la même chose. On n'a pas réparé le toit sous le soleil, c'est un peu le problème. Mais pour rebondir sur cette notion, Ludovic de Raphaël, que vous donniez de mur de la dette, à mon avis, il y a un premier mur qui s'intercale, c'est le mur du budget. Parce que on va se mettre d'accord, que ce soit la conférence sociale ou la dizaine de jours qu'on a eu. On est quand même dans du bluff, jeu de dupe. Enfin, c'est guignol. C'est-à-dire que là, on est en train de commenter des choses qui n'auront pas lieu. Exactement. Enfin, non, mais évidemment. Et chacun prend sa position. Les contre-feux, tu veux dire. Non, mais chacun prend sa position, que ce soit le MEDEF, les socialistes, sur ça. On est sur du hors-sol. L'histoire, elle va finir par un crash, probablement. Enfin, de toute façon, ce budget n'a aucun vecteur, aucun signal, aucune construction. Pas de cap, hormis celui du compromis. Oui, mais sauf que ça ne raconte rien. Il n'y a pas d'impulsion. Personne ne va s'y retrouver. Je ne vois pas comment il peut être voté. En fait, quasiment tous les groupes ont déjà dit qu'ils ne le voteraient pas. Donc c'est ça qui est magique. On est dans une mascarade. Alors certes, la bonne nouvelle, c'est qu'on va dire il y a une sorte de vie politique. Ça discute. Mais le spectacle est navrant. Moi, la bonne nouvelle, je trouve, la meilleure nouvelle qu'il y a eu en une semaine, c'était les chiffres de la croissance. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que l'économie continue de tourner. Quand on se dit qu'on se rapproche du mur, on n'est pas sanctionné par les marchés. Et la France, au troisième trimestre, 0,5% de croissance, c'est la moitié de l'ensemble de la croissance de la zone euro. La France. Heureusement qu'on est là. C'est la meilleure nouvelle. Et c'est la meilleure nouvelle. Et je veux dire, je serais un homme politique, je serais très déprimé. Parce que ce qu'est en train de dire progressivement l'économie, c'est qu'on n'a plus besoin d'eux. Les Belges l'avaient dit avant nous. En fait. C'est triste comme spectacle. Alors maintenant, ce divorce peut poser d'énormes questions sur 2027. Il y a quand même des conséquences. Il nous reste 5 minutes pour qu'on parle un peu du budget de la sécurité sociale. Les dépenses sociales, c'est quand même la moitié de nos dépenses publiques. C'est le gros morceau. On en parle peut-être un peu moins que toutes les taxes et impôts qu'on a vus pour la partie budget de l'État. Mais ce qu'on voit là, en tout cas par le vote en commission des affaires sociales, ça ne commence que depuis hier à l'Assemblée, mais c'est moins d'efforts et plus de recettes, encore une fois, non, Gilles Raoult? Non, mais c'est surtout, alors là, effectivement, on se rappelle, on a parlé des retraites, la grande erreur, personne n'avait voulu écouter Michel Rocard dans les années 90, et là, on est en train de faire la même erreur qui va se combiner à la première sur la santé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on devrait faire si on était rationnel? C'est avoir une politique de santé généralisée à tous les âges de la vie, à l'école, dans l'entreprise, partout. Parce qu'effectivement, on est un pays qui vieillit à vitesse grand V, c'est corrélé avec les maladies, et donc on devrait... Plus de prévention, vous nous dites là. C'est plus que de la prévention, c'est de la prévention, des interdictions, et avoir ce qui existe en France, en plus, on a plein d'acteurs de santé au niveau local, il y a des associations, il y a des professionnels libéraux, on a un secteur public, c'est faire travailler tout ce genre-là, plus évidemment lutter contre les causes de maladies, c'est-à-dire les pollutions, la malbouffe, etc. C'est ahurissant qu'on laisse, encore une fois, le marché, soi-disant, nos mauvaises préférences individuelles. On peut nous tous, là, se bousiller la santé, à commencer par l'alimentation, en ingérant des trucs invraisemblables qui sont en vente libre. Et donc là, c'est profit privé
et perte publique, et perte de bien-être, perte de qualité de vie. Donc moi, vous êtes pour privatiser la sécurité sociale, c'est ça? Non, profit privé, ferme privée. Chacun assume politique d'offre, son mode de vie. La sécurité sociale. raconte Gilles est super C'est l'économiste atterré le plus libéral que j'ai reçu sur ce plateau. Intéressant. Je vais vous raconter une anecdote. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un gros patron de mutuelle en France. Oui. Aujourd'hui, ils vont se prendre 1 milliard de taxes sur la figure. Ouais. Et aujourd'hui, ces acteurs-là sont directement concernés par la logique de prévention. Si un pays qui ne fait pas de prévention, pour eux, c'est des coûts en plus. Oui. Ça fait des années qu'ils discutent avec l'administration, quels que soient les gouvernements, avec la sécurité sociale, pour dire on est prêt, nous, en tant que mutualistes, à prendre en charge la prévention. Parce qu'on saura mieux la faire. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est impliqué directement, c'est des coûts pour nous. Oui. C'est ce qu'ils font depuis toujours, depuis le 19e siècle. On sait parler à nos adhérents, on sait faire du marketing et tout ça, laissez-nous faire ça. C'est ça l'innovation. Et en fait, depuis 10 ans, le dossier n'avance pas, parce que c'est une administration qui est dans les remboursements, dans les actes médicaux et tout ça. Et c'est une pièce. Toute l'innovation dont on parlait tout à l'heure avec Stéphane, c'est-à-dire c'est des petites révolutions comme ça, coperniciennes, où il faut savoir trouver, aujourd'hui, innover dans les ressorts. Ludovic, je vais faire taper aujourd'hui, c'est sûr, sur les réseaux sociaux, je suis en pleine forme. La première des innovations intellectuelles quand on touche à notre santé, je le redis, c'est la responsabilisation des détenteurs de ce portefeuille de sécurité sociale. Je le rappelle à mes concitoyens, les patrons de la sécurité sociale, ceux qui ont le portefeuille, c'est nous, c'est notre argent, en tout cas ceux qui payent des impôts. Bon, je l'ai dit, comme ça c'est fait. Non, parce qu'il y en a qui... Mais tout le monde paye des impôts en France, Stéphane. Non, mais je suis OK, tout le monde paye des impôts en France, évidemment. Non, mais bien sûr, parce qu'il y en a TVA. Donc, la sécurité sociale, moi je pense que de toute façon, si tu ne passes pas avec la prévention, j'entends, et l'État commence déjà à faire pas mal de trucs. Il y avait, au-delà de la cigarette et de l'alcool, évidemment, maintenant on commence à avoir des trucs sur le bien manger, le bien dormir, donc tout ce qui est très important. Et quand tu connais un peu la médecine asiatique, tu sais qu'en fait, le médecin est payé quand t'es pas malade. Absolument. Et il n'est plus payé quand tu es malade. Donc voilà des éléments, je rejoins Gilles, sur l'intelligence qu'on doit éventuellement apporter à ça. Pour autant, si on mettait quand même, et ça il y a eu un recul complet, mais c'était prévu, quelques franchises de plus, qu'on remboursait, on enlève 1 euro sur un remboursement de médecin, c'est pas on enlève 50%, juste pour que les Français... Et moi, qui suis quelqu'un d'innovant, je trouvais ça super, la carte vitale, parce qu'au final, tout était numérisé. On ne payait plus. Ça a été intellectuellement, ça va dans le sens de l'euro, et ça a été pour les Français la pire catastrophe. Parce que là, les gens ont eu l'impression que tout était la gratuit. santé, c'était gratuit. Et ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Attends, et tant que c'est la mutuelle, et qu'ils estiment que c'est gratuit, mais que c'est la mutuelle, bon, bah, ils ne comprennent pas que la mutuelle, l'année d'après, et l'actuaire, il dit on augmente de 30%, admettons. Là, c'est son propre argent, parce que la sécurité sociale, c'est pas l'argent de la mutuelle où tu payes une cotisation, c'est ton argent à toi, quelque part. Donc le déficit de la Sécu, c'est le déficit de tous les Français. Et c'est le déficit de nos gamins, quoi. Parce que nous, là, pour l'instant, on va se projeter. Donc c'est important qu'on passe par une petite coercition. Un appel à la responsabilité. Merci hyper à tous important. les trois, Stéphane Von Uffel, Gilles Ravaud, Ludovic de Sauté.